le jour où l'URSS a voté pour sa survie et a disparu. Nous sommes ici face à un cas d'étude très intéressant, un incroyable paradoxe. Et si je vous disais, quelques mois seulement avant la chute de l'Union soviétique, que la grande majorité de sa population avait voté pour la sauver? C'est l'un des plus grands paradoxes de l'histoire moderne. Le 17 mars 1991, des millions de citoyens soviétiques se rendent aux urnes. Le résultat est sans appel, près de 78% d'entre eux votent oui pour maintenir l'URSS en vie. Et pourtant, moins d'un an plus tard, l'Empire rouge raiera lui-même son nom de la carte du monde. Que s'est-il passé? Pourquoi ce vote massif n'a-t-il rien changé? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du référendum soviétique de 1991, ses causes profondes, son déroulement chaotique et ses conséquences désastreuses. Tout d'abord, parlons des causes. L'Empire est au bord du gouffre. Pour comprendre ce référendum, il faut remonter quelques années en arrière. Depuis 1985, Mikhail Gorbatchev est au pouvoir. Il a lancé deux grandes réformes censées moderniser le pays. La perestroïka, c'est une restructuration économique, et la glasnost qui doit amener la transparence et la liberté d'expression. Mais le plan ne se déroule pas comme prévu. L'économie s'effondre, l'inflation explose et les pénuries s'aggravent. En parallèle, la glasnost a ouvert la boîte de Pandore. Pour la première fois, les citoyens peuvent critiquer le pouvoir. Le résultat, une montée en puissance fulgurante des nationalismes dans les 15 républiques qui composent l'URSS. C'est ce qu'on appelle la parade des souverainetés. Les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie réclament ouvertement leur indépendance. Face à ce risque d'éclatement imminent, Gorbatchev est acculé. Il cherche une solution politique, légale et démocratique pour maintenir l'Union. Son idée, demander directement l'avis du peuple pour légitimer un nouveau traité d'union. Le référendum est acté pour le 17 mars 1991. Ce référendum est un vote sous haute tension. Le jour J, les soviétiques découvrent une question, disons un peu orientée. Écoutez bien la formulation. Considérez-vous comme nécessaire le maintien de l'URSS en tant que fédération renouvelée des républiques souveraines et égale en droit dans laquelle les droits et les libertés de la personne de toute nationalité seront pleinement garantis. Difficile de dire non à la liberté et aux droits garantis, n'est-ce pas? Cependant, l'URSS est déjà fracturée. 6 des 15 républiques refusent purement et simplement de participer au vote. L'Arménie, l'Estonie, la Géorgie, la Lettonie, la Lituanie et la Moldavie boycottent le scrutin. Mais dans les 9 autres républiques, y compris la Russie et l'Ukraine, la participation est massive. Plus de 80% des personnes votent. Et les résultats sont un triomphe pour Gorbatchev. 77,8% de la population disent oui. Gorbatchev pense avoir sauvé son pays. Il a désormais le mandat du peuple pour transformer l'URSS en une nation des États souverains. Une structure plus lâche et décentralisée. Mais il ignore qu'il vient d'enclencher le compte à rebours de la destruction finale de son pays. Les conséquences de ce référendum vont amener à un putsch et puis à la chute de l'URSS. Fort du résultat du référendum, un nouveau traité est rédigé, censé être signé le 20 août 1991. Ce traité donnerait beaucoup plus d'autonomie aux républiques, reléguant le pouvoir central de Moscou à la simple gestion de l'armée et de la politique étrangère. Pour les conservateurs du Parti communiste et du KGB, c'est une trahison absolue. Il faut stopper Gorbatchev. C'est la conséquence directe la plus dramatique. Le 19 août 1991, la ligne dure du régime lance un coup d'État, le fameux putsch de Moscou. Boris Yeltsin debout sur un char, c'est l'image emblématique du coup d'État raté mené par les conservateurs soviétiques le 19 août 1991 contre la perestroïka. C'est grâce au soutien de milliers de moscovites et d'une partie de l'armée que Boris Yeltsin, alors président de Russie, parvient à faire échouer le putsch en 3 jours. Profitant de l'absence du président soviétique Mikhail Gorbatchev, les réfractaires au changement au sein de l'appareil d'État affirment qu'il est inapte au pouvoir. Dans la foulée, ils proclament l'état d'urgence et font entrer les chars dans Moscou. Un accrochage entre militaires et manifestants fait 3 morts, mais de nombreux soldats fraternisent avec la foule. Boris Yeltsin tente alors de renverser la situation avec le soutien de l'étranger. Le coup d'État échoue le 22 août. Yeltsin devient l'homme fort à Moscou aux dépens de Gorbatchev. L'URSS est dissoute quelques mois plus tard, le 8 décembre 1991. Il assigne Gorbatchev à résidence en Crimée et envoie les chars dans Moscou. Leur but, empêcher la signature du traité issu du référendum. Mais le putsch est un échec monumental. L'armée refuse de tirer sur la foule. Boris Yeltsin, président de la République de Russie, monte sur un char et prend la tête de la résistance populaire. En 3 jours, les putschistes sont arrêtés. Ironie du sort, ce coup d'État qui visait à sauver l'URSS centralisée va lui porter le coup de grâce. Le pouvoir central a perdu toute crédibilité. L'accord issu du référendum est mort. Les unes après les autres, les républiques, même celles qui avaient voté oui en mars,
déclarent leur indépendance. Par exemple, l'Ukraine vote massivement pour l'indépendance en décembre. Le 8 décembre 1991, les dirigeants de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine signent les accords de Minsk, constatant ainsi que l'URSS a cessé d'exister. En conclusion, le référendum de mars 1991 reste une anomalie historique fascinante. Il prouve que la population, effrayée par l'inconnu, voulait préserver son pays et croyait encore au rêve d'une fédération démocratique. Mais l'histoire va souvent plus vite que les urnes. Les tensions nationalistes et la guerre des élites politiques ont balayé ce vote en quelques mois. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev démissionne de la présidence d'un pays qui n'existe plus. Pendant la campagne, Gorbatchev a utilisé toute la machine médiatique de l'État pour faire campagne pour le oui. Son discours jouait énormément sur la peur du chaos et de la guerre civile. À la veille du référendum, lors d'une allocation télévisée solennelle, Gorbatchev déclare « Notre pays est confronté à un choix historique. Le sort de notre patrie et de chaque famille est entre vos mains. Voter non, c'est faire un pas vers la désintégration de l'État, vers des conflits imprévisibles et vers la tragédie. » Son constat amer, 30 ans plus tard, Gorbatchev est toujours resté sur la même ligne de défense concernant ce vote. Le résultat du référendum n'était pas seulement intéressant, il était stupéfiant. Une majorité écrasante s'est prononcée pour la préservation de l'Union. La rupture de l'Union soviétique n'a été rien d'autre qu'une violation de la volonté de tout un peuple. L'opposition était aussi présente dans certaines républiques. Les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, ont catégoriquement refusé de participer au vote car ils se considéraient comme illégalement occupés depuis 1940. Ils ont organisé leur propre référendum d'indépendance quelques semaines avant. Vytautas Landsbergis, président du Parlement lituanien en 1991, dit « La Lituanie est un État indépendant, illégalement annexé. Demander à notre peuple s'il veut rester dans l'Union soviétique a autant de sens que de demander à un prisonnier s'il souhaite que sa prison soit rénovée. Nous ne participons pas aux élections d'une puissance occupante. » Boris Eltsine, alors leader de la République de Russie, joue un double jeu. Il ne s'oppose pas frontalement à l'Union, mais il utilise le référendum pour asseoir son propre pouvoir face à Gorbatchev. Le 10 mars 1991, des centaines de milliers de manifestants pro-Eltsine se réunissent sur la place du Manège à Moscou. Les pancartes dans la foule sont très révélatrices de l'époque. Non au traité de l'Union de Gorbatchev, oui à une Russie souveraine. Ou encore Gorbatchev démission. En Russie, Eltsine fait rajouter une deuxième question sur le bulletin de vote de 1991. Il demande « Êtes-vous pour la création d'un poste de président de la République de Russie élu au suffrage universel ?» Les Russes votent oui, ce qui permettra à Eltsine d'être élu président de la République en juin 1991 et d'enterrer politiquement Gorbatchev. La presse occidentale et les sociologues soviétiques de l'époque ont recueilli de nombreux témoignages le jour du vote. Ils illustrent parfaitement le grand paradoxe. Les gens votaient pour le maintien de l'URSS non pas par amour du communisme, mais par peur de l'avenir. Voici le témoignage d'une retraitée à Moscou. « J'ai voté oui, les magasins sont vides, la vie est devenue insupportable, mais si on divise le pays, ce sera pire. Mes enfants vivent en Ukraine, ma sœur est au Kazakhstan. Si on casse l'Union, deviendront-ils des étrangers ?» Voici un autre témoignage d'un ouvrier ukrainien à Kiev. « J'ai voté pour l'Union, mais une Union différente. On ne veut plus que Moscou décide de tout, de ce qu'on produit jusqu'à ce qu'on mange. On veut être les maîtres chez nous, mais sans détruire la maison commune. » Et voici maintenant un extrait d'un journal indépendant russe. Le pouvoir crie victoire, mais quelle victoire? Les républiques ont voté pour l'Union, mais chacune l'a fait à ses propres conditions. Le centre n'a pas compris que ce oui massif est en réalité un sursis, pas un chèque en blanc. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu quel lien nous pouvons faire entre ce référendum et la démocratie directe. Tout d'abord, c'est une première historique. Pour l'URSS, ce vote est une révolution. Depuis 1917, le pays fonctionnait sur le centralisme démocratique. En réalité, le parti décidait pour tous. En lançant ce référendum, Gorbatchev utilise la démocratie directe pour contourner les blocages des conservateurs du parti et des parlements locaux. Il va chercher sa légitimité directement à la source, le peuple. C'est un paradoxe, c'est le plébiscite contre la démocratie directe. En théorie politique, on distingue souvent le référendum, un choix clair, du plébiscite, vote pour valider un homme ou une politique déjà en place. Ici, la question était fortement orientée. Comme nous l'avons vu, la question était longue et suggestive. Dans une démocratie directe pure, comme en Suisse, les questions sont souvent plus sèches et neutres. Il y a aussi à prendre en compte l'aspect émotionnel. En 1991, le pouvoir a utilisé la démocratie directe non pas pour offrir une alternative, mais pour obtenir un blanc-seing, une validation du projet de Gorbatchev. C'est l'un des risques de la démocratie directe. Elle peut être manipulée par celui qui pose la question. Ce vote, c'est aussi une forme de confrontation entre deux légitimités. Il voit s'affronter la légitimité de la démocratie directe, le oui du peuple au maintien de l'Union, contre la légitimité de la démocratie représentative. Les parlements des républiques, Ukraine, Russie, qui, élus par le peuple, décident peu après d'opter pour l'indépendance. Le résultat,
La légitimité des élus, donc la représentation, a fini par l'emporter sur le vote populaire, le référendum. Les accords de Minsk qui dissolvent l'URSS sont signés par 3 dirigeants dans une forêt, ignorant totalement le vote des 113 millions de soviétiques. Le référendum de 1991 est une leçon d'histoire sur les limites de la démocratie directe. Le vote a beau être l'expression directe de la volonté populaire, si les institutions sont en ruine et que les élites politiques ne respectent pas le résultat, le bulletin de vote ne pèse pas lourd face à la réalité du pouvoir. Voilà, je vous laisse ici, on se voit pour une autre vidéo sur un autre référendum. Au revoir!